tous dans ce nouveau Libre Journal de la vie française. Libre Journal de la vie française dans lequel j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Daria Davidoff. Bonsoir Daria. Bonsoir chers auditeurs. Alors, ma chère Daria, nous allons parler ce soir, le thème de l'émission, c'est la grande musique. Nous allons en parler avec vous pendant 3/4 d'heure de cette grande musique et nous allons recevoir également Emmanuel Rials qui a créé justement une autre station de radio qui est un habitué de Radio Courtoisie et qui a créé la grande musique et nous le recevrons tout à l'heure. Ma chère Daria, je vous avais reçu la dernière fois, ce fut un plaisir, vous étiez en train de chanter, vous alliez chanter, plus exactement, vous alliez rentrer en scène, c'était où? Où est-ce que vous étiez? J'ai eu ma tournée en Chine récemment. Ouais. Et donc, en fait, c'est vrai que j'ai pas eu le choix, mais justement d'accepter votre proposition très gentille de vous rejoindre en ligne entre mes entrées sur la scène. Alors, vos entrées sur la scène, puisque ma chère Daria, on va peut-être un peu rappeler très rapidement votre parcours que vous nous aviez décrit la dernière fois. Vous êtes une soprano pour nos auditeurs qui n'étaient pas avec nous, qui n'ont pas eu la chance d'être en émission, partager l'émission avec vous la dernière fois. Vous avez un parcours absolument incroyable et assez fulgurant. Vous avez commencé par le piano. Vous avez découvert que vous aviez l'oreille parfaite quand j'ai eu 5 ans. 5 ans? Oui. Waouh! Et pourquoi, comment? En fait, c'est très courant, surtout actuellement, de commencer de faire la musique, on peut dire ça. Ouais. Donc, de s'entraîner à l'âge assez petit, comme 3, 4, 5 ans. Ouais. En fait, c'est l'âge parfait pour y aller, pour les enfants. Surtout si on parle de cadre professionnel, si on vise que l'enfant soit un jour le musicien professionnel classique pour l'avenir. Mais est-ce que c'était une de vos idées petites? Vos parents voulaient que vous soyez? Ah oui. Bien sûr que, en fait, c'est toujours lié à le cadre familial et à la décision des parents. Mais vos parents n'étaient pas musiciens pourtant. Par contre, oui, mes parents ne sont pas du tout. Ils sont très loin de la musique professionnelle, même plus que ça, en fait, rien à voir en commun avec la musique classique. Et avec l'art en général, à part, bien sûr, quelques talents, je peux dire talents, même parce que mon père, si on discute ça, il a un grand privilège, en fait. Il a ce phénomène d'avoir oreille absolue, ce qu'il m'a transmis aussi. Et il sait faire n'importe quelle mélodie sans les partitions. Donc, il peut justement prendre soit piano, soit accordéon. Il joue très bien accordéon. Et il fait la musique naturellement sans les notes, sans les partitions. Ce que moi, je fais aussi. Mais en faisant beaucoup des années dans l'école musicale. Ah oui, ce qui était très courant. Ah oui, donc il y avait déjà une passion, entre guillemets, quelque part un peu familiale. On peut dire que dans notre famille, c'était tout à fait normal de envoyer les enfants faire la musique dans les écoles. Mais ça c'était une éducation musicale. Non, c'était plus que ça. C'est quelque chose qu'on fait après les études, on peut dire ça. D'accord. Donc, on propose à les enfants de s'occuper de quelque chose de beau, de quelque chose d'utile, intéressant, après les études principales. D'accord. Voilà. Donc, dans mon cas, et dans le cas de mon père, dans le cas aussi de mon grand-père, et les deux mon grand-père est décédé, mais il était aussi médecin, comme mon père, et comme aussi mon arrière-grand-père. Ah oui, aussi? Oui, ils sont tous les professeurs et les chirurgiens, en fait. D'accord. À côté de cela, ils font de la musique juste pour nous, pour la famille, pour s'amuser. Mais en ayant naturellement du talent, un peu du talent pour faire cela à la manière, je peux dire, sans les notes fausses.
D'accord. C'est déjà énorme. J'aime bien l'expression, sans les notes fausses. Excellent ça. Mais du coup, quand ils vous ont inscrit, c'était pour faire comme eux finalement. C'était pas dans le but que vous soyez musicienne. En fait, pour mon père, c'était différent avec moi, parce que quand j'ai eu 5 ans, je commençais à chanter, et à chanter assez précisément bien. Ça veut dire que aussi, j'ai pas trop pris les notes à côté des bonnes. Et j'ai eu cette capacité de répéter les mélodies, comme on dit, avec les 2 doigts. Donc, mon père, il m'a montré comment marche claviature, comment on appelle ça ? Un clavecin ? Non, justement, le piano. Oui, il m'a montré les 7 notes. Ouais. Et donc, pour moi, c'était suffi de commencer à répéter les mélodies que j'ai entendues jouer de tous les côtés, de toutes les manières, qui venaient de la radio, de la télévision. Ah oui, vous les et j'ai répété ces mélodies-là. Ah, c'est amusant ça. Ah oui, donc il a compris que vous aviez du talent. Et oui, et il voulait à tout prix me faire connaître la professeure de la musique classique très reconnue à une époque, parce que comme il est médecin, il a trouvé la connexion avec en fait les meilleurs, on peut dire avec une des meilleures professeurs de notre milieu artistique. C'est vrai, c'est eu un peu le cadre de la grande chance aussi à côté, parce que c'est à travers quelques patients qu'il a eu aussi naturellement, à ce moment-là, la connaissance avec un professeur, Irina Sergeyevna Radzievich, qui était en nom, en fait, qui a, on peut dire, qui a fait grandir beaucoup de grands musiciens, surtout pianistes. Parce qu'elle était pianiste, elle est décédée. Et elle m'a vue, elle a dit à mon père que je prends cette personne et je vais donner à elle les cours gratuits, parce que c'est évident qu'elle a l'oreille absolue, talent musical, et il faut à tout prix qu'elle rende l'école musicale de Gnessine à sa classe. D'accord. Voilà. Alors, moi, je reviens justement là-dessus. Ça m'amuse beaucoup, cette histoire que je découvre complètement. Donc, ça veut dire que la petite Daria, elle chantait quoi? Des comptines d'enfants? Elle chantait quoi? Je pense que je chantais tout ce que j'ai entendu. J'ai en fait eu l'occasion d'entendre de la radio, de télé, mais en regardant la fait que mes grands-parents étaient très prudents avec moi, et j'ai jamais eu l'accès à la culture, on peut dire, trop populaire. D'accord. Si vous voulez. Oui, il y avait une éducation, c'était, voilà. Donc oui, j'ai eu une grande éducation culturelle. Un peu classique et traditionnelle, dans le sens des traditions plutôt... comme on dit, des époques perdues. D'accord, c'est joli ça. Des époques perdues. Donc, j'ai vraiment pas eu une seule impression de qu'est-ce que ça veut dire le cadre moderne, le cadre actuel. Parce que mon cadre était rempli par des morceaux de la grande musique classique, Mozart, Haydn, Beethoven et beaucoup plus des autres. Et ça, c'était un peu ma normalité. D'accord. Et j'ai reconnu, en fait, j'ai bien compris qu'on a beaucoup plus des autres choses largement plus tard. D'accord. Et quel était... Il y avait Isolation. Il y avait des compositeurs que vous préfériez? À cette époque-là, j'ai adoré tout ça. J'ai adoré aussi Schubert. J'ai adoré Mozart. D'accord. Et quand j'étais petite, j'étais sûre, même, j'étais convaincue par la nature que quelques mélodies, quelques des plus grandes morceaux par lui, comme la Sérénade de nuit et les autres, en fait, assez simples de côté mélodique, mais très raffinées et très douces, ça a été composé par moi,
parce que j'ai réussi à répéter les mélodies par mes 2 doigts au piano. Ouais. Et j'étais convaincue que, en Ouais. fait, d'où ça vient? Je ne savais pas. En fait, je n'ai pas eu l'idée précise que ça jouait de radio. En fait. Et voilà, je faisais ça moi-même. Quand on m'a demandé et qu'est-ce que c'est ce que vous jouez? J'ai dit ah, c'est à moi, j'ai composé. Désolée. Mais en fait, oui, c'était les grands morceaux de Mozart. Bon, on risque d'avoir une plainte tout à l'heure. Mozart risque d'appeler Wolfgang. J'espère que c'est Wolfgang, si tu nous écoutes, pardonne-nous. Voilà. En tout cas, je suis très contente de ces petites bêtises. Oh, c'est très mignon ça. Parce que oui, c'est ce que on ne peut pas avoir conscience de à cet âge-là. Et voilà. Et ça, c'était les petits moments qui, je me souviens d'eux toujours, de faire la musique. De bien sûr faire ça vis-à-vis les invités chez mes parents. Ah oui, d'accord, voilà. bien sûr. Premier petit concert. Ah, c'est mignon ça. Et alors, donc, au début, vous vous destiniez plus éventuellement au piano. Oui, effectivement. Mais pourquoi avoir choisi tout d'un coup? Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose? Pour piano? Non, pour le chant. Pour le chant, c'était toujours une autre occupation justement à côté parce que dans mon école musicale, on a eu la classe du chœur très forte et très active, on peut dire, parce que je commençais de participer comme étant enfant dans tous les concerts possibles, en étant d'abord juste choriste, après en étant soliste du chœur, en chantant des petits morceaux ou même les extraits des opéras et les choses plus sérieuses. Donc c'est comme ça. Mais moi, je pense que c'était assez naturel pour les gens de ce cadre de la musique pour les enfants. Si on fréquente les écoles, on peut dire, qui forment ces étudiants pour l'avenir. Donc, vous suivez une formation artistique, vous vous dites finalement c'est le chant. Comment réagissent vos parents? En fait, ils voulaient, surtout mon père, voulait toujours que je reste de côté musical, que je prolonge et en fait... Peu importe si c'était le piano, le chant ou autre. En général. Ah oui, parce que d'accord. En fait, il considérait que ça, ce sera la citation de mon père, que on peut toujours devenir juriste, on peut toujours devenir comptable si on veut, si ça nous passionne. Oui. Mais si, en plus des autres talents, capacités, on a quelque chose, évidemment, talents artistiques, il faut y être pour en développer au maximum. Donc, c'était un tout petit peu l'idée de mon père de me laisser faire et de ne pas m'obliger d'aller faire médecine ou quelque chose d'autre. Mais par contre, au même moment, mes parents, ils ont m'obligé d'avoir une autre formation au même moment. Et, donc, intéressant. Et laquelle avez-vous suivi? Et c'était la formation des langues étrangères. Donc, j'ai terminé les études à l'Université des langues étrangères à Moscou, sous le nom de Maurice Thorez. J'ai eu l'anglais et l'italien. D'accord. Maurice Thorez, vous ça c'est vicieux quand même. Maurice Thorez, vous avez êtes allé étudier mais pas le français. Non, pas français. Ah bah, voilà. Anglais et italien. Ouais. Bon, alors après, donc il y a cette formation pendant 5 ans, c'est ça? Oui. Et après, vous rentrez au Bolchoï. Donc, j'ai eu la formation au Bolchoï, pardon. Au conservatoire de Moscou. Au même moment, j'ai eu les mêmes 5 ans. Donc, c'était 5 ans par là, 5 ans par ici. Des études à l'Université linguistique d'État. En fait, qui est considéré comme le principal pour les langues étrangères. Et c'était l'université, franchement, assez rude. Parce qu'il est reconnu comme l'université. C'est l'université d'État. On appelle ça. On a le première université, ça c'est l'université de Lomonosov.
Et le mien, c'est de Maurice Thorez, mais de même cible, en fait, de même grade. Même niveau, vous voulez même dire. Niveau, oui, D'accord. exactement. D'accord. Parce que reconnu comme le principal pour linguistique. D'accord. Voilà. Ouais. Dans le cadre de pays. Oui. Voilà. Donc, il y a ces études linguistiques, il y a ces études musicales. Oui. Vous arrivez donc évidemment à conjuguer les deux. Oui. Voilà. Oui. Le piano, vous abandonnez du coup? On peut dire oui, mais à la fois, on apprend toujours le piano Vous en avez besoin. Oui. Comme un de nos sujets. D'accord. Donc, il y a cette formation, le Bolchoï, Mariinsky. Et ça arrivait bien sûr à la fin des études. Oui. J'ai eu l'appel en venant du Bolchoï pour le premier rôle à l'opéra Rigoletto. Tout de suite? On peut dire au moment quand j'ai commencé mon 5e année. Mais alors, ma 5e année à conservatoire. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire, ce sont des personnes qui vous ont écouté lors d'une répétition? Je peux pas dire plus précisément, mais notre milieu, je pense, est assez petit. Et même maintenant, il est encore plus petit parce qu'il est largement plus diffusé. D'accord. Donc, on peut dire que on est en courant de tout ce que se passe, comment sont les élèves, les étudiants qui réussissent à aller en fait et gagner quelques concours, aller vers la scène plus sérieuse pour faire les concerts, pour participer dans les festivals. Et donc, moi, j'ai eu quelques personnes qui, effectivement, sont été en courant de tout ce que je fais, comment ça peut être sur la grande scène. Du coup, j'ai eu en fait, c'était la personne qui était en contact avec mon professeur du chant, mais pas au conservatoire, à collège de conservatoire, un tout petit peu avant. Lui, il a posé les questions à ma professeure. Est-ce que Daria est prête à envoyer sa candidature pour casting, pour un rôle prévu pour moi, voilà, pour mon personnage à Rigoletto. Et j'ai dit bien sûr. Bah oui, évidemment. Mais bien sûr. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, j'ai eu donc ça a commencé, ma première chance, on peut dire. C'est incroyable. Donc vous avez commencé finalement très haut dès le départ. Et j'ai eu 24 ans à ce moment-là. Et oui. Oui, ça a commencé très très fort. On peut dire que je suis très 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 heureuse. Oui. Finalement, je suis arrivée d'avoir ça dans ma vie. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de complètement imprévisible. Oui. Comme toute la vie artistique, je peux dire. Oui. Mais bon, ça, en même temps, ça saluait le talent et ça ne faisait que souligner le talent que vous avez. Merci. C'est pas à moi de justifier et dire. Oui. Alors, moi, je vous propose, c'est que on fasse un petit intermède musical dès à présent et je vous laisse présenter ce que nous allons écouter. Je vous propose de écouter le morceau de l'air, en fait, l'air d'opéra La Reine de Neige, Rimsky-Korsakov, mais qui va être interprété un tout petit peu différemment par rapport à le cadre classique, justement pour vous offrir quelque chose de nouveau, parce que l'accompagnement, en fait, n'est pas d'orchestre académique, mais de l'orchestre traditionnel folklorique. Donc l'arrangement va être différent et je vous propose d'avoir votre opinion sur cela. Alors moi j'ai un autre auditeur au passage, juste avant que ça ne soit lancé, et qui me demande si votre représentation, votre récital s'est bien passé. Il va falloir que nous en parlions. Voilà, à tout de suite. Merci. Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Bonsoir chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce nouveau libre journal de la vie française dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Daria. Daria comment ?
On a Daria Davidov. Non, non, moi, Oui, pardon, Daria. Exactement, Allez, je vais prendre une estafette. Je me permettais. Parce Oui. qu'on a le grand plaisir Oui, ce soir oui, de recevoir Emmanuel Rial, absolument. qui représente la grande musique soi-même. Alors, nous allons en parler, mais tout d'abord, je voudrais c'est que l'on finisse cette première partie, ma chère Daria. Parce que nous sommes arrivés qu'à un petit bout, je sais que l'histoire est longue, mais un petit bout. Il nous reste encore un quart d'heure de questions terribles à vous poser. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour ça que je voulais les éviter. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais au passage, quand même, bonsoir mon cher Emmanuel. Bonsoir Laurent. Donc, Bonsoir Daria. Voilà, Bonsoir. donc nous avons intitulé cette partie d'émission, nous l'avons intitulée « La grande musique ». Ah, mais c'est pour mon plus grand plaisir. Bon, d'accord. Merci, Ça merci. tombe bien Ah quand oui, même, ah voilà. oui, ah oui. Et nous allons en parler tout à l'heure avec un grand plaisir. Ma chère Daria, question. Alors, donc, j'ai compris tout ce parcours que je trouve vraiment très intéressant et de comprendre comment ça fonctionne. Nous avons une question d'un de nos auditeurs qui nous demande comment s'est passé le récital. Vous avez donné un récital au conservatoire Rachmaninoff récemment à Paris. Comment s'est-il passé? Bon, moi je sais très bien, puisque avec Emmanuel, nous étions là. Il y avait un certain nombre de journalistes aussi. Je vous laisse en parler, ma chère Daria. C'est toujours très gênant de dire que ça s'est très bien passé. Oui, exactement. Ah oui, donc, je vais dire que je suis très contente. Non, mais surtout, ce que vous avez interprété, oui. Toujours très contente de donner les récitals à Paris et de chaque fois faire le public parisien à découvrir les nouvelles choses, également les choses de mon répertoire qui me plaisent, qui m'intéressent et que j'aimerais bien partager avec mon public. Et cette fois-là, on a commencé par l'impressionnisme. Donc, on a pris les romances par Claude Debussy, comme Nuit d'étoiles, Les cloches, l'échelonnement des ailes montantes et beaucoup plus de choses assez rares, mais en fait, surtout, je peux dire, de la beauté rare et de l'intensité de toutes les couleurs d'impressionnisme. Ensuite, on a fait quelques morceaux de Maurice Ravel et j'ai eu en fait cette idée justement parce que je voulais dédicacer quelques extraits à Maurice Ravel à l'occasion de son anniversaire cette année, 150 ans depuis sa naissance. Donc, je voulais un tout petit peu y aller pour commémorer tout à fait, absolument. Le grand compositeur français. Et après, j'ai fait quelques compositions assez aussi rarement jouées, on peut dire. Donc, c'était vraiment la sélection spécifique de Rachmaninoff et Tchaïkovski. Et en prenant Piotr Ilyich Tchaïkovski, on a fait quelques morceaux en fait composés sur les textes par Konstantin Romanov. Ah oui, alors ça, j'aimerais bien c'est que vous en parliez. C'est assez amusant cette anecdote que vous avez racontée. Oui, en fait, c'est tout à fait l'histoire. Itself. Voilà, et donc Konstantin Romanov, évidemment, a publié ça sous un nom d'emprunt, parce que ça ne se faisait pas. Exactement, parce qu'il était membre de la famille impériale, royale, même. Donc, et c'était pas du tout courant d'être artiste en étant... bien sûr. En venant du cadre royal. Et par contre, il a eu du talent qui était reconnu. Et les compositeurs comme Tchaïkovski et même Rachmaninoff considéraient sa poésie comme quelque chose de très beau. Et il savait qui il était ou pas? Bien sûr. Oui, d'accord. Bien sûr. Et donc, quelques compositions parmi des autres au concert représentaient exactement la poésie de Konstantin Romanov. Et comme l'histoire des Romanov, en fait, me touche toujours de toutes les manières, honnêtement, j'ai eu la bonne occasion d'offrir à nos chers spectateurs d'entendre quelque chose d'assez rare. Surtout en prenant Tchaïkovski. Et, en fait, c'est vrai que j'ai un projet entier aussi
que de la musique composée sur les textes de Konstantin Romanov. Et ça touche beaucoup plus des noms, et encore des noms plus rarement interprétés à la scène. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Et est-ce que, alors, je sais que vous avez chanté pour un certain nombre de têtes couronnées, le roi de... non, le prince, pardon, la régate. Prince consort Danemark. Du Danemark, voilà. Pour les Romanov aussi. Oui, j'ai les Romanov actuels. Et alors justement, est-ce que vous avez interprété des chants de je ne vais pas dire de ses ancêtres, si, en quelque sorte de ses ancêtres? Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Et après, ça m'a tellement inspirée parce que je trouve que, en fait, la tradition de composer quelque chose pour la famille ou pour l'occasion, très 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 spécifique, historique même, ou familiale, c'est toujours quelque chose de beau. On peut dire que ça appartient des gestes un tout petit peu perdus dans les époques aussi. Donc c'est très joli. Il y a une tradition donc, quand il y a un enfant qui naît, mais garçon ou fille, peu importe, d'une famille royale, on compose, on joue quelque chose, c'est ça? En fait, la tradition est large. Ça veut dire qu'on peut justement trouver l'occasion qui parle, qui est assez sérieuse ou à côté de cela même justement familiale, et offrir comme hommage, comme quelque chose de la donation musicale à la famille. D'accord, comme on faisait au XVIIIe siècle. Exactement. C'est pas lié à une naissance, ou moi c'est ce que j'avais compris. C'est pas lié à une naissance ou non, d'accord. Non. C'est un hommage que l'on rend absolument, comme les artistes qui faisaient des gravures et qui rendaient hommage à... Exactement. Sauf que pour les peintures, c'est plus évident. Et quand on parle de la musique, surtout actuellement, c'est plus rare. Et c'est quelque chose de vraiment pas évident. Et j'ai essayé, donc ce que je fais cet été en visant ça, de prolonger cette tradition actuellement en faisant la composition pour la fille de la famille Romanov, Georges et Rebecca Romanov, à l'occasion de baptême de la fille dans la cathédrale. Et vous avez chanté dans la cathédrale, du coup? Oui. Waouh, ça doit être impressionnant, ça. Oui, donc on a d'abord créé la composition. C'était un compositeur italien, en fait, qui a composé la musique pour le piano. Et moi, j'ai composé c'est vous, le texte. Les paroles? Waouh, impressionnant. Et alors, attendez, vous m'avez parlé d'un disque, a priori, d'un enregistrement de ça. L'enregistrement a été fait ou pas? Était fait, mais par contre, il n'était pas encore publié. Zut. Donc, j'espère de vous offrir une option d'entendre cela un tout petit peu plus tard. D'accord. Donc, dans combien? Un mois? Je crois. Donc le 1er novembre, chers auditeurs, on pourra avoir le droit. Je ne suis pas encore... Non, vous m'obligez. Bah oui, je vous oblige, bien sûr. Je vous oblige. Non, mais c'est intéressant. C'est une création, en plus une création importante. En plus, ce sont vos textes. Donc même si on ne comprendra pas évidemment le russe, voilà. En tout cas, j'espère de sortir cette composition-là, faire sortir cela cette année. D'accord. Et votre tournée en Chine, très rapidement? Donc, 10 villes pour le jour de l'anniversaire, l'année de l'anniversaire de l'indépendance chinoise. Est-ce que ça, il y a eu des enregistrements? Oui, on en trouve quelques-uns, l'Internet, à YouTube. Mais pas de disques? Pas de disques, effectivement, que vidéo. Bon, alors moi, je me suis régalé sur votre compte YouTube. J'aimerais bien que vous donniez son nom pour qu'on puisse vous retrouver facilement. Oh, c'est facile. Il s'appelle Daria Davidov, officiel. D'accord, Daria Davidov avec 2 F à la fin, officiel, et Davidov évidemment, comme les cigares. Voilà. Alors, j'aimerais bien, c'est que l'on écoute. Est-ce que vous avez confié Handel à la technique? Normalement, oui. Alors, j'aimerais bien, parce que moi, j'ai eu beaucoup d'émotions en vous écoutant. Il y a une pureté de la voix qui est extraordinaire, et je crois que nos auditeurs pourront se faire une idée de votre immense talent, et je pèse mes mots. Immense talent. Et nous nous retrouvons tout de suite, chers auditeurs. Merci. Waouh. Bon, évidemment,
Daria, évidemment, c'était pas Handel. Oui, absolument. Il y a un petit problème au niveau technique, mais peu importe. Mais c'était magnifique quand même. Par contre, justement, pour annoncer correctement la composition, merci beaucoup Laurent, c'était Giacomo Puccini et l'air très fameuse, évidemment, de l'opéra Gianni Schicchi, l'air de Lauretta, la jeune fille. Et que vous avez joué où? Chanté où? J'ai chanté ça plusieurs fois, mais ça c'était l'enregistrement de studio. D'accord. Par contre, ça c'est l'air assez... oui. Oui. Ouais. Bon, Handel, ça sera pour la prochaine fois. D'accord. Mais voilà. Bon, je l'ai écouté 5 fois d'affilée pour tout vous dire. Voilà. Mais presque. Mais c'est probablement pour ça elle est disparue. Ah, voilà, Daria. Voilà. Alors, il est pratiquement écart. Nous sommes à peu près dans les temps, mon cher Emmanuel, pour vous recevoir, pour parler d'un petit nouveau ou d'un grand nouveau? D'une grande nouvelle. Alors, donc, Emmanuel, merci pour votre invitation. Je vous en prie. C'est un grand plaisir, plaisir d'être invité le même jour que Daria Davidoff. Voilà, c'est super, quelle chance, quel plaisir. Alors, mon cher Emmanuel, vous êtes un homme de radio. Ah oui. Vous avez dirigé un grand nombre de radios. Oui. Est-ce qu'on les cite ou c'est pas peut, nécessaire? Bien sûr. Ce sont des étapes différentes de la vie, tout à fait intéressantes. J'ai dirigé le réseau Skyrock. J'ai dirigé l'implantation d'une radio en URSS il y a très longtemps, la première radio libre privée à Moscou. J'ai dirigé les réseaux Fun Radio, RTL2. J'ai été président de la radio rock Oui FM pendant 12 ans et j'ai dirigé Radio J et jusqu'à il y a 2 ans. Voilà. Et j'ai l'impression d'être tout d'un coup très très vieux. Quand je donne l'ensemble de toutes ces radios, dans chacune je suis resté assez longtemps à chaque fois. Je n'ai pas fait de saut de puce. Donc voilà, évidemment, on a l'impression que c'est une longue carrière, 40 ans tout de même. Oui. Impressionnant. Alors, mon cher Emmanuel, oui. Vous avez quitté évidemment toutes ces stations de radio. Oui. Et vous vous êtes dit tout d'un coup, ou c'est une idée que vous aviez depuis longtemps, je vais créer ma propre radio. Ouais. Ah oui, le parcours est amusant parce que en fait, j'ai une formation classique. J'ai fait des années de solfège. J'ai joué de la flûte traversière dans l'orchestre de Lovengut. J'ai appris la flûte traversière pendant pas mal de temps. Monsieur est discret, hein. Et j'ai eu la chance... Et vous avez chanté, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance de chanter pendant des années dans les chœurs des petits chanteurs de Chaillot. J'étais à l'époque élève de l'école Franklin. Et mon professeur de chant, et je dois dire que c'est un immense honneur qui a probablement changé ma vie. Mon professeur de chant était aussi mon professeur de grec et de latin. Il s'appelait Roger Thiraud. Et je veux ici lui rendre honneur. Il est décédé il y a quelques années, mais c'était peut-être l'un des plus grands maîtres de chant qu'on ait eu l'occasion de rencontrer. Donc j'ai eu la chance d'avoir toute cette formation. Et puis, en commençant la radio à un jeune âge, eh bien, je suis tombé dans le rock'n'roll et j'ai fait du rock'n'roll pendant 40 ans. C'était pas du tout prévu, c'était ainsi. Chaque radio dont j'ai dirigé, était sur un format musical rock à ce moment-là. Et il y a 2 ans, entre 2 époques de radio, je reprends un plaisir qui est celui d'écouter une radio de musique classique. En fait, les auditeurs le savent probablement pas, mais lorsque l'on travaille dans ce métier-là, on n'a pas toujours le temps de pouvoir écouter toutes les radios que l'on aime, parce que la radio est devenue un métier. Et donc, on l'écoute pour son métier. Et je recommence à écouter de la musique classique avec un plaisir immense. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'aucune des 2 radios, car il n'y en avait à cette époque que 2, aucune des 2 radios de musique classique me plaît vraiment. Elles sont extrêmement bien faites, elles sont d'un très grand professionnalisme et elles sont faites par des gens extrêmement compétents. Mais pour autant, ce qu'ils fabriquent ne correspond pas forcément à 100% des gens qui sont auditeurs et qui aiment la musique classique. Alors, si je peux me permettre de vous interrompre, oui. Je vous comprends parfaitement, parce qu'il y en a dans une,
il y a beaucoup de blabla, et puis au bout d'une certaine heure, il n'y a plus de classique. Exact. Et ça, c'est un peu... Oui, voilà, vous avez compris. Pour ceux qui n'aiment pas le jazz ou moyennement le jazz ou ce style de jazz, et voilà. Et l'autre, bon, voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est un peu dommage, pareil. Voilà. Ça plaît sûrement à un grand nombre de gens, et tant mieux. Mais il se trouve que moi, ça me plaisait pas tellement. Et que le matin, j'avais envie d'écouter de la musique classique et pas forcément de l'information économique, qui, soit dit en passant, est merveilleusement bien faite, mais ça ne correspond pas, pas ce qu'on veut. À ce que j'ai envie. Quand on se réveille, c'est bien d'avoir plutôt de la musique que d'avoir des informations boursières. Pour faire un parallèle, lorsque j'étais président de WeFM, je diffusais du rock. J'aimais beaucoup aussi Claude François, mais il m'est jamais venu à l'idée de diffuser Claude François sur une radio de rock. Voilà, bon, chaque chose était à sa place. Et je n'en avais pas envie. Donc, j'ai décidé d'arrêter de râler sur le sujet et de faire une radio qui correspondait à ce que j'avais envie d'entendre, en me disant, après tout, c'est ton métier depuis 40 ans, il serait quand même incroyable que tu le fasses pas maintenant. J'ai donc créé une radio qui s'appelle La Grande Musique, qui a démarré comme une radio sur le net, puis s'est installée à Monaco, a rayonné sur toute la Côte d'Azur. Je l'ai ensuite installé sur la Côte Basque et j'ai eu la chance extraordinaire. Côte Basque, jusqu'à Bordeaux. Oui, jusqu'à Arcachon, voilà. D'accord. Ah oui, et j'ai eu la chance que l'Arcom me permette de diffuser mes programmes à Paris depuis mars de cette année. Voilà. Ça, donc c'est une jolie histoire. Mais alors, c'est une belle histoire assez fulgurante comme pour Daria. Daria qui a connu le succès tout de suite. Vous aussi. Oui. J'ai vu les résultats. Oui, on est très écoutés, c'est un plaisir immense. En fait, à l'origine, il faut l'expliquer, c'est une radio très particulière. C'est donc la 3e radio de musique classique en France, ce qui de vous à moi est très facile à dire vu qu'il n'y en a que 3. Oui. Donc, par défaut, nous sommes la 3e. Il y avait 3 coureurs, le 3e est arrivé 3e. Il faut l'honnêteté de le dire. Oui, c'est très humble de votre part. Mais voilà, la première est née il y a 60 ans, la deuxième a 40 ans, la dernière, La Grande Musique, est née il y a 2 ans, avec le principe suivant qui est de dire place à la musique, rien que la musique, uniquement la musique classique, à toute heure, tous les jours. Très très peu d'intervention, bien sûr un petit peu d'information, histoire de se rappeler qu'on vit sur Terre, mais en fait, très peu. La musique, dans ce qu'elle a de plus émotive. L'idée n'est pas de permettre à des auditeurs d'écouter de la musique classique en préparant en même temps une thèse pour l'école supérieure de musique internationale, avec le fait d'apprendre pendant 10 minutes d'où vient l'accord acheté dans quelle rue, etc. Non. L'idée, c'est de dire place à la musique, place aux émotions, parce que je me suis rendu compte, avec les années, que bien souvent, les auditeurs se disaient enfin, la musique classique, oui, c'est pour les gens âgés, ou c'est pour les gens d'une autre époque. Je me disais, c'est invraisemblable. Moi, je vais à des concerts de musique classique, je vois des gens très jeunes. Donc l'idée était de dire, peut-être que finalement, c'est la manière de la proposer qui ne correspond pas à tout le monde, et il y a donc la place pour une 3e radio de musique classique qui parle peut-être plus à un public qui a moins de savoir ou qui a simplement envie d'avoir l'émotion de la musique. On est dans sa voiture, on appuie sur un bouton, et c'est une garantie, c'est de la musique classique. Ça veut dire la grande musique, les grandes émotions. Oui, ça veut dire les grandes émotions, et l'origine même du mot était cette idée-là, c'était de dire, en fait, la manière la plus populaire de décrire la musique classique, c'est de dire que c'est de la grande musique. Je sais très bien qu'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout ce mot, mais je me rappelle, enfant, l'avoir entendu avec très grand respect de gens qui se disaient « Ah, hier, j'ai écouté de la musique, de la grande musique !» et qui était une manière vraiment très délicate, très respectueuse de dire, en fait, c'était un orchestre symphonique, il y avait des violons, des pianos, des corps, il y avait plein de gens qui envoyaient une émotion extraordinaire. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu prendre ce titre d'émission, puisque Daria, quand on vous écoute, c'est incontestablement de la grande musique. Je vous invite vraiment, chers auditeurs, à aller sur sa page YouTube, Daria Davidoff, c'est tout ?
officielle, je crois. Merci, merci Laurent. Officielle d'off avec 2 F à la fin. Là, vous aurez de l'émotion également. Oui. Mon cher Emmanuel, donc, vous créez cette radio, et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce que vous venez de dire, puisque finalement, ça a été votre campagne publicitaire. Et en plus, non seulement votre campagne publicitaire, si vous me permettez, elle colle, c'est très amusant, parce que quand je vous écoute en train de raconter ça, j'ai tout de suite pensé à votre campagne publicitaire. Et pourquoi j'en parle ? C'est parce qu'en plus, elle a gagné un prix. Alors j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Ah oui, j'ai beaucoup de chance. J'ai un publicitaire de génie qui m'accompagne depuis 25 ans, qui sur les différentes radios arrive à chaque fois avec des idées totalement extraordinaires. Ouais. Et là, il a créé pour la grande musique une campagne avec... une très belle phrase d'accroche qui est classique oui, mais classique non, pour bien spécifier que... Ce que vous disiez, ça ne s'intéresse pas... Voilà. Le slogan montre qu'on dépoussière complètement la musique classique, et avec un slogan, vous avez cette petite phrase qui est toujours en dessous des logos, qui permet de dire « Ah tiens, qu'est-ce que c'est ?» et qui dit « Enfin une radio 100% classique », qui est... On ne peut plus clair. Voilà, donc cette campagne a remporté un très joli trophée du club des directeurs artistiques, c'est-à-dire l'assemblée de tous les directeurs artistiques des plus belles agences en France qui décident quelle campagne était la plus belle, la plus percutante. Et ils ont attribué cette shortlist à la grande musique. Quelle chance. C'est quand même assez glorieux. Oui, c'est beaucoup d'honneur. Pour un début, c'est bien, ça fonctionne bien et c'est super. Voilà, on sent que monsieur a du métier, dirait l'autre. Le métier, c'est de bien être entouré. C'est être entouré avec des gens qui sont extrêmement compétents et s'assurer que tous les gens qui travaillent avec moi sont... bien plus intelligents que moi, bien plus professionnels que moi, connaissent quelque chose bien mieux, parce que c'est exactement ça un orchestre. Chaque personne est une sommité dans son métier, et l'immense honneur, c'est de pouvoir orchestrer les grands talents, que ce soit en radio ou dans un orchestre. Mais j'apprécie beaucoup, parce que j'ai fait cette phrase mienne, je dis, moi, quand on me félicite, je dis, je n'ai aucun talent, mais je sais bien m'entourer. Voilà, c'est le seul talent que j'ai, c'est de savoir repérer les personnes autour de moi. Donc, j'en ai d'ailleurs 2 ce soir, voilà. Alors... je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'avais entendu cette phrase de manière très exceptionnelle il y a très longtemps, d'une interview de Louis de Funès, à qui on demandait, mais quel est le secret pour faire des films aussi extraordinaires ? Il avait dit, c'est d'être entouré des meilleurs. Oui, et je trouvais ça absolument extraordinaire. Qu'ils se mettent en retrait, qu'ils se disent non, moi dans tous mes films j'ai des gens qui crèvent l'écran, alors voilà, c'est ça le succès. Oui, absolument. Le positif attire le positif. Mon cher Emmanuel, donc vous venez de parler, Emmanuel Rial, vous venez de parler justement de votre entourage, et vous avez choisi quand même un entourage de nom et de renom pour votre radio. Oui, c'est après 1 an et demi de format singulièrement et exclusivement musical, il y a maintenant quelques chroniques, quelques émissions de courte durée, mais qui sont étendues sur la journée, qui s'installent progressivement sur l'antenne. Nous avons une émission avec la merveilleuse soprano Pauline Courtin, qui a une émission tous les dimanches, qui s'appelle La petite histoire de la grande musique, les petites histoires de la grande musique. Ce sont toutes ces petites histoires qui permettent de se dire « c'est extraordinaire finalement ». Ce sont des gens, ces compositeurs, compositrices qui avaient une vie singulièrement romanesque ou romantique, avec plein de choses extraordinaires à dire. Cher Emmanuel Rial, la grande musique, je vous interromps 2 secondes. Oui. Pourquoi ? Parce que vous m'aviez invité gentiment à venir découvrir les studios. Donc, j'y vais. Et pour que je rencontre, je vois l'enregistrement. Bon, j'étais censé rester 5 minutes. J'ai accroché. Oui. Je suis resté à tout. Vous-même, vous êtes parti. Moi, je suis resté pour assister à la totalité des enregistrements. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'était croustillant. Pour moi, c'était croustillant. Vraiment. Voilà. Je me suis régalé. Je ne peux pas dire un autre mot, je me suis régalé. Ça me fait très plaisir. Parce que les histoires étaient vraiment très amusantes, dépaysantes, je dirais même, et parce qu'elle a une diction qui est remarquable, et que le texte, je ne sais pas si c'est elle ou son mari,
le texte était excellent. Non, mais on peut le dire, son mari qui, dans cet épisode, a le second rôle. Oui, Il s'appelle Christophe Barbier, à la Ville. Tout le monde le connaît, c'est un très grand journaliste. J'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec lui et c'est une personne absolument extraordinaire. Sa femme est éminemment extraordinaire. Elle connaît plein de choses et surtout, elle comprend les auditeurs qui sont en fait aussi ses spectateurs. Elle les comprend, elle sait, ils savent tous les deux écrire un texte et elle dire ce texte au plus grand nombre pour intéresser. C'est ni trop long, ni trop court. Les histoires ne sont pas graveleuses, mais elles ne sont pas non plus universitaires. non, du Elles tout. sont là pour justement être vivantes. Pleine de vie. Et ça, c'est... Même quand elle parle des morts, c'est pleine de vie. Oui, absolument. Même les histoires sur des décès restent des géniales. choses qu'on a envie de commenter à la on machine à sourit. café le lendemain. Ah voilà. oui. Je suis d'accord. Et on a envie d'en discuter même après. Oui, c'est vrai. Ah, moi, j'ai trouvé C'est ça vrai. absolument délicieux. Et alors, ce qui m'a aussi, j'ai trouvé extrêmement attendrissant, c'est ce couple qui est quelque part très fusionnel. Ah oui, ils ont en fait, sont très il y a plein de complémentaires choses l'un qui les l'autre. rassemblent. Elle parlait et elle racontait ses histoires. Elle était très attentive à lui et lui était hyper concentré. Je crois que le téléphone, une bombe pouvait arriver, il n'y a rien qui l'aurait déconcentré. Il l'écoutait, mais religieusement, ultra concentré. Il écoutait chacun de ses mots. Et c'était, franchement, moi j'ai trouvé que c'était... Bon, j'ai parlé de ce côté croustillant, délicieux, etc., de l'histoire, mais en plus, le fait d'assister à ça et de voir ce couple si attachant, franchement, c'était un moment de bonheur. C'était vraiment puis agréable. dans un rôle différent, parce L'énergie que... était vraiment... on parlait d'énergie positive Oui. avec Daria avant de commencer l'émission, Oui. avec Daria Davidoff. Voilà, c'était plein d'énergie positive. Et même le technicien, Ouais. après, on a échangé. Il a passé un super moment. Il l'a Oui, dit. c'est tous les gens les connaissent l'un et l'autre, l'une comme une très grande soprano, lui comme un très grand journaliste politique. Mais la réalité aussi, c'est qu'il a deux passions qu'il sait dire de manière passionnante, c'est le théâtre et l'opéra. Ce sont deux piliers absolument fondamentaux dans sa vie, dans leur vie de tous les jours. Et d'ailleurs, je dois dire que peu de gens le savent, mais après toutes les émissions qu'ils font, à la télévision, à la radio, eh bien le soir, ils jouent au théâtre, tous les soirs. Alors il faut une forme Fantastique. extraordinaire. Et il écrit ses pièces, ils écrivent leurs pièces, ils les font... Voilà, j'invite d'ailleurs tout le monde à aller voir ces pièces absolument extraordinaires, notamment en ce moment, la mise en musique de Choses vues de Victor Hugo. Daria. Voilà, qui est un moment merveilleux sur Offenbach. Voilà, c'est vraiment les deux qu'il joue sont extraordinaires. Ah oui, moi je fais partie du fan club, j'y vais souvent, je me ressource. Voilà, c'est important. Et on a d'autres émissions aussi qui démarrent. Je voudrais que l'on finisse de parler de cette émission. Oui. Nos auditeurs peuvent écouter, évidemment, ils écoutent avant tout Radio Courtoisie, mais ils peuvent également zapper de temps en temps. Et c'est à quel moment, à quelle heure, quel jour ? L'émission dont nous venons de parler est le dimanche à 13h, tous les dimanches à 13h. Un rendez-vous qu'on peut aussi retrouver en podcast après pour ceux qui, au même moment, sont ailleurs. Voilà. Tout à fait. Alors, ça c'est très bien. Et vous m'avez parlé d'autres rendez-vous, pardon. Oui, il y a d'autres rendez-vous. Nous avons installé une émission qui s'appelle La Grande Interview, qui, tout le long de dimanche et du samedi suivant, invite une personnalité du monde économique, du monde culturel, du monde caritatif, pour venir dire ce qui a marqué le cours de son existence ou de l'existence de son entreprise ou de sa fondation, notamment à travers la musique classique, mais pas que, toutes ces choses émotionnelles qui ont fabriqué une entreprise qui, à un moment donné, est différente des autres. Pas parce que, simplement, elle a un produit différent, mais aussi parce qu'il y a un élan différent qui est apporté. On a déjà quelques émissions qui vont arriver, qui sont absolument... je les écoute. Elles sont passionnantes. J'espère qu'elles vont passionner les auditeurs. Voilà.
Je n'en doute pas. Et il paraît que vous allez recevoir une certaine Daria. Oui, Daria Davidoff. il paraît même que le grand intervieweur est quelqu'un qui a des émissions de radio fort connues sur plein de radios. Et je vous laisse la possibilité on lui souhaite d'avoir la dire. chance de recevoir Daria Davidoff. Oh là là. Ouais. Voilà. Alors, mon cher Emmanuel, Oui. donc il y a déjà ces deux. Donc, Oui. la première s'appelle, pour ceux qui veulent la retrouver en podcast, La première s'appelle Rappelons Les le nom. petites histoires de la grande musique. Les petites histoires de la grande musique. Et Daria, la vous avez noté deuxième. pour écouter ça. Franchement, Voilà. Ah, génial. trop beau. Et oui. la deuxième s'appelle La grande interview. Très bien. Et puis il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses qui arrivent. Nous avons une émission qui est un billet d'humeur de Laurent Couzon. On a la chance en France d'avoir avec lui un compositeur talentueux qui est aussi chef d'orchestre. Nos auditeurs aujourd'hui le savent, mais il devient de plus en plus rare d'avoir d'exceptionnels et contemporains compositeurs et chefs d'orchestre. On fait souvent référence à des compositeurs du passé. Lui, il est dans une ligne très classique et à la fois plein de surprises. Et il fait des compositions merveilleuses. Beaucoup d'auditeurs, d'ailleurs, ont déjà écouté ses compositions, car il a fait beaucoup de musique de films, des films de Claude Lelouch. Donc, c'est généralement les morceaux, les moments classiques de Lelouch sont faits par Laurent Couzon. Et, Itinéraire d'un enfant gâté ? Non. Non, D'accord. D'autres, oui. D'accord. d'autres films. Nous l'accompagnons depuis longtemps. Et l'idée a germé d'avoir une chronique hebdomadaire qui est un billet d'humeur. Son idée sur les histoires du moment, sur ce que les compositeurs aujourd'hui pensent de l'intelligence artificielle et de ses conséquences sur les compositeurs, car elles sont gigantesques. Tous ces sujets qui intéressent en fait beaucoup de gens, dit à sa manière, avec une verve qui lui est propre et une absence totale de filtre. C'est ce que j'aime. Côté très spontané. Oui. Très, très spontané. Alors, absolument intéressant. C'est très bien ce que vous venez de dire, puisque ça me permet d'évoquer une chose qui est que dans votre radio, sur votre radio, pardon, on peut entendre également beaucoup de musique de film. Et ça, c'est très agréable. Ça fait partie de la musique classique. Et malheureusement, je trouve que c'est dommage. Moi qui apprécie beaucoup, il y a des œuvres qui sont absolument magnifiques. Rappelons par exemple Mission de John Barry. Qui est bien sûr. Oui, c'est John Barry. Qui est absolument magnifique. C'est une musique qui vous transporte. On parlait d'émotion, qui crée de l'émotion. Oui, non seulement. En plus, si on a vu le film. Non, mais vous avez raison. Non seulement ça crée de l'émotion, mais surtout ça crée un lien sur un sujet. C'est ceux qui pensent ou qui disent « Oh, moi, vous savez, la musique classique, j'écoute pas beaucoup, j'aime pas bien. » Ah, alors, ben si. mais vous avez aimé Harry Potter ? Exactement. Ah oui, j'adore la musique d'Harry Potter. Ah, vous savez, c'est de la musique classique. Et vous avez aimé la musique de Star Wars ? Ah, vous savez, c'est de la musique classique. Et vous avez aimé la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace ? Mais vous savez, c'est un des plus grands morceaux de musique classique qui existe au monde. Et tout d'un coup, les gens se rendent compte que, ah oui, ben finalement, ils aiment la musique classique. C'est ça. Absolument. Lorsque je disais dépoussiérer, c'est arriver à dire, non, mais vous ne le savez pas, peut-être, mais vous adorez déjà la musique classique. Oui. Alors oui. Nous avons parlé de composition. Ma chère Daria, c'est une question que je voulais vous poser tout à l'heure. Vous composez donc les paroles, les textes. D'ailleurs, j'aimerais bien vous demander, si un jour vous avez du temps à perdre pour moi, c'est d'avoir les traductions de ce que vous avez composé. Ah oui, tout à fait. Ça m'intéresse oui, ça beaucoup. c'est le projet à venir. Donc merci beaucoup Tout à Daria. fait. Donc je vous en remercie Merci. par avance. Ça veut dire que vous êtes obligé de le faire. Est-ce que vous avez pensé créer au niveau musical ? Est-ce que parfois vous avez des airs dans votre tête ? Est-ce que vous avez envie un jour ? Est-ce qu'il y aura des compositions de Daria Davidoff ? Franchement, j'ai eu Puisque les occasions à composer de temps en temps, c'est vrai. Par contre, j'ai pas encore réussi à me battre contre le programme sur l'ordinateur qui enregistre cela. Ah, c'est tout. Et c'est une seule chose qui me
comme on dit, qui me presse, qui m'arrête un tout petit peu, mais je n'arrive. D'accord, vous y arrivez tout doucement. Laurent va vous aider. Il a vraiment, il le souhaite. Il souhaite le lire. Parce que ce qui est très amusant, c'est que Daria, nous racontait au tout début, c'est que quand elle était toute petite, il y avait des airs de Mozart. Bon, comme elle les rejouait toute seule, comme ça, spontanément, à la fin, elle croyait que c'était elle qui les avait réalisés. Oui, mais à l'âge de 5 ans... Mais ça, c'est merveilleux, ça. C'est génial. J'étais sûre que ça sortait de moi, ça veut dire que c'est venu un peu de nulle part. Parce qu'à cet âge-là, on elle est la réincarnation de Wolfgang Amadeus, peut-être. Oui, moi aussi, enfant, je dessinais tellement mal, mes parents me disaient c'est du Picasso, je croyais que c'était un compliment. Bon, en fait, voilà. Dans ce cas, on peut arriver à des choses. Comme quoi. Oui. Donc oui, il y aura peut-être un jour, il y a déjà les textes, il y aura peut-être un jour de la musique de Daria. On va voir. D'accord, intéressant. Mais avec telle inspiration, franchement, qui vient de côté radio, surtout, c'est vrai que la musique classique est inspirante. Elle allume quelque chose de très beau dans le cœur, dans l'âme. Et naturellement, c'est à mon avis, certainement une bonne occasion d'aller et essayer à créer quelque chose soi-même pour nous tous. Oui. Vis-à-vis genre préféré, on peut aller tenter et créer, parce que ça, c'est le but final de notre existence humaine, effectivement. Donc, pourquoi pas? Alors moi, je voudrais que l'on parle un peu de vos auditeurs. Quel type, est-ce que vous avez fait une analyse? Qui sont vos auditeurs finalement? Oui, les auditeurs de la grande musique, qui sont d'ailleurs partagés avec les auditeurs des 3 radios de musique classique en France, sont des auditeurs qui sont généralement plutôt installés, ce que les publicitaires appellent les CSP+. Ce sont des auditeurs qui consacrent une partie de leur budget, quel que soit leur budget, et à aller voir des spectacles de musique classique, que ce soit l'opéra ou que ce soit des festivals, qui pensent à leur futur. Voilà, ce sont des clients souvent rêvés pour les banques, rêvés pour les compagnies de croisière, rêvés pour les magasins, parce que c'est une clientèle qui prend le temps de faire ce qu'elle fait. Et je sais que beaucoup de radios rêveraient d'avoir de tels auditeurs. Et oui. Et oui. Et il y en a déjà 2 ici. Ah oui, et bien quels sûr, auditeurs. bien sûr. Alors, je me tourne du coup vers Daria. Et Daria, nous avons parlé évidemment d'auditeurs de qualité. Et moi, j'ai envie de dire, vous poussez les choses très loin, puisqu'à chacun de vos récitals ou de vos concerts, vous avez toujours des tenues absolument éblouissantes. Comment est-ce que vous faites? Vous allez vous rencontrer des créateurs Merci Laurent, merci beaucoup. Franchement, ça arrive naturellement. En fait, c'est réciproque. Parfois, on tombe amoureux vers une création ou un créateur parce qu'on voit bien que son style correspond beaucoup avec... en fait, avec tout ce qu'on fait. Est-ce que vous allez jouer? Oui, aussi avec un répertoire. Pour moi, c'est très important sur la scène d'avoir tout en place. Oui. Ça veut dire tout en place de tous les côtés, de côté audio, de côté visuel. Et bien, notre monde est tourné autour de visibilité, de l'image, et ça c'est la réalité, on peut dire. Et je vous interromps 2 secondes, vous avez un compte Instagram qui est magnifique. Oh, merci. Voilà, Daria Davidoff, voilà, on vous trouve tout de suite. Merci beaucoup Laurent. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important d'avoir unité des choses sur la scène. Bien sûr, on vient pour du beau, il faut qu'on en ait visuellement parlant. Et oui, et vous savez aussi pourquoi? Parce que je sais que, comme Emmanuel a noté aujourd'hui, en parlant en fait des écouteurs qui deviennent les écouteurs de la musique classique, mais d'abord, pour eux, ce n'était pas une chose évidente, on peut dire qu'on peut toujours faire un petit effort pour que les nouveaux spectateurs
et nouveaux amateurs de la musique classique, ils arrivent à travers le monde visuel aussi. Donc, quand ça plaît visuellement, après, ça devient intéressant de côté professionnel, de côté des secrets de la profession, de savoir-faire. Et je pense que quand c'est une unité de choses, la beauté de tous ensemble, c'est une chose tout à fait, bonne. Voilà, justement, pas pour faire plaire, mais pour toujours donner les sujets à ceux qui cherchent les sujets à trouver. Ça rappelle le grand échiquier, vous vous rappelez? Oui, ça rappelle le grand échiquier. Et puis Daria a raison, c'est un spectacle. Le grand échiquier, la philosophie des créateurs, c'était de dire je ne cherche pas à donner ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer. Et ce qu'ils devraient aimer. Bien sûr. Et voilà. Et je ne parle pas de la pure beauté, en fait. Ce n'est pas ça le but final. L'idée, c'est de créer l'image. Exactement. L'harmonie de répertoire. Les avis et les intentions de compositeurs, de librettistes, voilà, avec l'image visuelle qui va correspondre et qui va encore remplir ça avec énergie assez collante, assez, mon avis, prenante, assez forte, tout à fait. C'est une très belle qualité que vous avez. Vous exprimez complètement les sentiments que souhaite l'auteur quand vous chantez. Et ça, je trouve ça vraiment prenant. Vous êtes complètement dedans. Ça, merci beaucoup. Voilà. Vous êtes. Merci beaucoup. Vous interprétez, c'est vous êtes. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre le message. Ah bah ça, c'est le cas. Oui, croyez-moi. Merci. C'est remarquable. Alors, quand est-ce qu'on peut vous... Pardon, vous alliez dire quelque chose. Je vous interromps pas. Non. Quand est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Que l'on pourra vous retrouver, pardon. À Paris, je serai... absolument ravie de faire encore un autre récital sur complètement une autre thématique, le 31 octobre, dans le cadre du bal qui va avoir le lieu à une des plus grandes et belles salles de l'hôtel Intercontinental. Ah oui, le salon Opéra qui est classé monument historique, qui est magnifique. Oui. Inauguré par l'impératrice Eugénie. Oui. Voilà, magnifique. Comme la thème de bal touche les années 60, ça va être la musique des films des années 60 qui va effectivement, bien sûr, toucher les grands noms des compositeurs qu'on peut déjà appeler les compositeurs classiques, de quoi effectivement a justement parlé Emmanuel aujourd'hui. Donc on va, offrir à nos spectateurs et les auditeurs le répertoire très varié de tous ces grands noms et beaucoup des petites raretés aussi à offrir, à mettre là-dedans. Bah écoutez, vous retrouvez donc le 31 octobre. Et puis après, je crois qu'il y a d'autres... Enfin bon, nous en parlerons. Il y a un concert pour Noël qui sera joué avant Noël, bien entendu, a priori. Voilà, il y a quelques jolies surprises que vous nous réservez. Enfin, à Paris. Il n'y en a pas que pour la Chine, la Russie, le Sultanat d'Oman prochainement aussi, où vous allez aller. En novembre, oui. Voilà, on vous récupérera un peu à Paris, un peu plus. Je sais que vous habitez actuellement à Milan. Oui, j'habite en fait en Europe, j'habite Milan, c'est vrai, mais je suis en plein processus de déménagement à Paris où mon cœur habite à temps plein. Bon, alors voilà une très bonne idée. Voilà une très bonne idée. Il faut pouvoir dire que moi j'ai assisté à 2 concerts de Daria, j'ai eu cette chance. À chaque fois, j'ai des amis qui m'ont demandé de venir. Il faut prévenir les gens. Lorsque la billetterie est en ligne, c'est quelques instants et c'est terminé, c'est plein. Croyez-moi, lorsque vous avez un concert qui arrive, il faut s'y prendre à temps. Hein. Et la grande musique est là. Merci la grande musique d'ailleurs. Bien sûr. Merci. Alors vous soutenez justement les artistes. Moi je trouve ça remarquable. Oui, c'est très important. Et c'est plaisant. Voilà, quel bonheur. Quel bonheur pour nous. La radio a un rôle social. Et elle doit agir. Donc voilà, là, elle est aussi dans l'action dans ce cas-là, en soutenant
des artistes, en soutenant des orchestres. Je pense notamment à Helios, qui est un orchestre fabuleux, qui joue tous les week-ends soit à la Madeleine, soit à Saint-Germain-des-Prés, soit à Saint-Étienne-du-Mont, que dans des endroits absolument magiques pour de la musique classique. Voilà, c'est notre rôle aussi. Vous avez soutenu également l'orchestre Le Palais Royal et que j'ai reçu la chance de recevoir avec grand plaisir, ici. Oui. Une Ça, vous telle avez particularité. ouais. Pardon, c'est un orchestre qui ne joue que sur des instruments d'époque et les musiciens et les chœurs ont la particularité double de n'avoir aucune partition. Ah, ça, c'est très rare. Ça donne quelque chose d'absolument magique. Voilà, un moment inoubliable. Vous pouvez chanter sans partition, Daria ? C'est extrêmement long. Sans partition, ça veut dire... Sans les mais textes, bien sans sûr. rien. Ah oui, vous les connaissez par cœur. Quoi exactement? Tout. Enfin, je sais pas. Ce qu'on fait tout le temps, bien sûr. Waouh. Est-ce que vous avez vu à l'opéra, non. quelqu'un avec les partitions avec... Ah, j'ai vu dans des Bien récitals les personnes avec le texte devant elles, ça plus d'une fois, bien Ça sûr. dépend toujours. Il n'y a pas de souci d'avoir les partitions avec si on a besoin, parce que en fait, notre vie artistique est assez rapide et remplie par beaucoup des événements, beaucoup de répertoires d'avoir dans la mémoire à la fois. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas probablement être précis en tout à 100%. Et pour quelques extraits, c'est bien d'avoir les partitions avec. Mais si on parle bien sûr des rôles d'opéra, donc si on parle des l'opéra, spectacles, mais sinon, effectivement, dans des on garde... ou des concerts, moi j'ai vu souvent les cantatrices. On porte avec nous-mêmes pendant toute la vie beaucoup de rôles, en fait, qui sont toujours là, et au moment donné, ils ressortent dès qu'on a besoin. Alors justement, est-ce que c'est pas votre force, vous qui arrivez à exprimer, c'est parce que vous êtes complètement dedans, vous connaissez pleinement le rôle, et vous le connaissez tellement que vous pouvez le vivre, alors que les personnes finalement qui chantent, mais qui lisent en même temps le texte parce qu'elles veulent s'appuyer, parce qu'elles veulent se rassurer ou autre raison, ben justement, est-ce que ça les empêche pas un peu de vivre qu'elles chantent ? Ça dépend, franchement, c'est très individuel, parce que c'est vrai que de côté, surtout des spectateurs qui observent quelqu'un avec les partitions au moment, probablement, ça signifie l'absence de présence, comme on dit, parce que les yeux ne sont pas là. Mais en fait, non. Mais ça ne va pas dire que la personne est éloignée de l'image et de l'esprit de la musique jouée au moment. Donc, ça, franchement, franchement, je ne suis pas prête à faire cette conclusion qui n'est pas tout à fait juste. Est-ce que vous avez pris des cours pour justement, je parle de l'interprétation physique ? Et oui, parce que ce qu'on fait au conservatoire, naturellement, on a même la classe de ballet. Ah oui. Donc, pourquoi ? Pour la position du corps ? Pour tout, et même pour savoir danser quelques danses, les valses, les mazurkas, les polkas, et beaucoup plus de choses. Ça, c'est joli. Ce que prend la partie des études. En fait, même parce que je me souviens bien de fait que quand j'étais l'étudiante de conservatoire, on a eu Eugène Onegin jouer par des élèves plus adultes, en fait, pour ses examens finaux. Et donc, comme l'opéra, bien sûr, est composé par beaucoup des extraits inclus, la valse, inclut beaucoup des autres danses qui sont faites à l'opéra par une grande équipe, aussi des gens qui dansent professionnellement. Dans notre cas, c'était les étudiants qui dansaient ces valses-là, donc j'étais aussi une seule à danser la valse, et pas que pour l'opéra Eugène Onegin. Et on était bien appris à faire cela. Et je trouve que ça, c'est la partie toujours assez comique d'un côté, mais de l'autre côté, très positive, très vivante et jolie à vivre quand on est en fait les élèves de ces universités artistiques, on peut dire. Ouais. Et pas que. Je trouve que savoir faire la valse,
rajoute toujours quelque chose de plus pour notre séjour. Bah, écoutez, le 31, vous aurez l'occasion de Oui, de essayer. chanter et de la danser. Et pour les visiteurs, pour les invités, donc spectateurs, Oui. ça c'est toujours en fait la chance inoubliable de faire danser donc de faire la valse, de participer dans ce genre des événements, c'est quelque chose de très beau à mon avis. Ouais. Alors, il nous reste peu de temps. Je voudrais savoir la technique. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que nous avons encore, puisqu'on a eu un problème, on a eu un problème de transmission, donc malheureusement, on vous écoutera la prochaine fois. Alors, je voudrais c'est que l'on récapitule quand même les choses importantes, mon cher Emmanuel. Volontiers. La grande musique, on la retrouve en DAB. En DAB+, sur le site internet lagrandemusique.fr, Oui. sur tous les players. Et je tiens à dire que la plupart des voitures aujourd'hui sont équipées d'un récepteur DAB+, qui Très vise à pratique. remplacer la FM au fur et Oui. à mesure. Bah, l'avantage, c'est Donc, qu'on n'a pas de coupure Voilà, sur il n'y a voyage. pas de coupure, c'est un son extraordinaire. Oui. Voilà, on la retrouve sur l'intégralité des supports. Une application ? Une application pour toutes les marques, les iOS, les Android, des applications dans la voiture, en CarPlay. J'espère ne pas en avoir oublié, mais en fait, absolument partout, y compris à la télévision, sur les HomePod et ainsi de suite. Donc, la radio doit accompagner ses auditeurs partout. Oui, Voilà. mais alors le problème, c'est que, par exemple, je suis chez SFR, on n'a pas C'est encore. pareil. C'est pareil. On peut ? Oui, absolument. Ah bah Absolument. il va falloir m'expliquer. Ah oui, juste, d'accord, ok. je vous l'explique. Super, avec un grand plaisir. Parce que franchement, moi, c'est un vrai plaisir de vous écouter. Merci. Je vous Merci assure. beaucoup. Donc, on peut récapituler également, je voudrais qu'on récapitule les émissions. Oui, les émissions, toute la journée est musicale. Oui. Et le dimanche, il y a quelques émissions, la grande interview, il y a les petites histoires de la grande musique et il y a le billet d'humeur. Voilà. Ça, c'est le dimanche. Oui. Très bien. Parfait. Et ma chère Daria, nous récapitulons. Donc, il y aura des grandes dates à venir sur Paris, puisqu'a priori, vous nous avez dit Oui. peut-être que vous allez vous installer sur Paris, ce que l'on espère de tout cœur. Ah oui, donc Bon. et la prochaine date de 31, c'est de toutes les manières à annoncer. Voilà. Mais pour les autres, Il faut vous suivre sur votre compte Instagram. vous êtes très bienvenus. Voilà. Ça, Merci beaucoup, c'est chère sûr. Daria. Merci beaucoup à vous pour cet accueil, et toujours pour le plaisir immense de échanger des nouvelles, de parler des grands thèmes et aussi de quelque chose qui nous intéresse, c'est ce qu'on fait. Donc, bon, merci beaucoup, Laurent. Merci à Emmanuel et pour tout ce que vous faites, parce que moi, je trouve que ça, c'est très important. Et ce soutien aux artistes que vous avez, et on a parlé d'émotion, qui est très touchant. Ben oui, j'ai de la chance. J'ai un métier où on travaille peu et on fait uniquement des émotions extraordinaires. Ouais. Quelle chance. Ouais. Merci Daria, merci Laurent. Donc, chers auditeurs, je suis très heureux d'avoir partagé avec vous ce soir, eh bien, moi, 2 personnes qui m'ont ému, qui m'ont touché toutes les deux, chacune à sa façon, et je suis très heureux de vous avoir ouvert un peu mon cœur et de vous avoir présenté 2 personnes auxquelles je suis très attaché, parce qu'elles créent, elles aussi, des émotions. Merci beaucoup. À très bientôt, chers auditeurs.